La réalité virtuelle ne se cantonne pas aux jeux vidéo. Aujourd'hui, elle est aussi utilisée en médecine pour guérir notamment les phobies. Et c'est le sujet de notre rubrique Homme. Mais avant de découvrir ces thérapies d'un nouveau genre, regardons ensemble en quoi consistent ces peurs irrationnelles que l'on appelle phobies. Une phobie est une peur irrationnelle causée par des objets, des situations ou des animaux ne présentant aucun caractère dangereux. Or, près de 80 millions d'Occidentaux souffriraient d'une phobie provoquant des angoisses et des sensations d'étouffement bien réelles. Sans compter qu'il s'agit de la pathologie psychiatrique la plus fréquente chez les femmes. On distingue 3 types de phobies. D'abord celle dite simple, car portant sur un objet spécifique, comme la cynophobie et la brontophobie, soit la panique des chiens et du tonnerre. Sans oublier au passage celle du nombre 13 et même des clowns. Il y a ensuite les phobies sociales, bien plus handicapantes, telles la peur d'être contaminé par des germes ou simplement de rougir. Enfin, l'agoraphobie est à part. En sont victimes ceux qui sont terrorisés à l'idée de ne pouvoir s'échapper d'un lieu, bloqués par la foule ou paradoxalement au milieu d'un désert, loin de toute sortie apparente. Il existe différentes thérapies. Mais comme la meilleure consiste à confronter progressivement le phobique à ses peurs, le traitement peut s'avérer compliqué et un peu dangereux. Confronter les patients à un monde virtuel pour désamorcer leurs peurs, c'est le principe de ces nouvelles thérapies comportementales qui ressemblent à s'y méprendre à des parties de jeux vidéo. Nous partons tout de suite à Würzburg, en Allemagne, dans un laboratoire pionnier dans le domaine. Aujourd'hui, la frontière entre le monde réel et le monde virtuel est de plus en plus floue. Avec le développement de certains jeux vidéo parfois violents, la réalité virtuelle a quelquefois mauvaise presse, car on ne mesure pas toujours l'impact que cela aurait sur notre comportement. Pourtant, l'immersion dans un monde parallèle pourrait dans certains cas être bénéfique, car depuis quelques années, la réalité virtuelle et la réalité augmentée ont fait leur entrée dans le monde médical et scientifique. Elles sont devenues des outils qui seraient utiles pour soulager les douleurs physiques et psychiques. Würzburg, en Allemagne, à la clinique universitaire. Paul Paoli, chercheur en biopsychologie, travaille depuis des années sur les innovations thérapeutiques pour soigner la phobie des araignées ou des serpents. Depuis quelques mois, il cherche à guérir avec un nouvel outil une peur fréquente qui touche 5% de la population mondiale, l'acrophobie, la peur panique du vide. Aiko, ce jeune étudiant en psychologie, se prépare à tester cet outil pour faire une démonstration en immersion dans le monde virtuel. Dans le monde virtuel, vous allez être confronté à une hauteur. Vous allez devoir gravir une tour par étapes. Il va entrer dans ce caisson équipé de lunettes 3D et le professeur Paoli va suivre ses réactions à distance depuis ce centre de contrôle. L'idée, c'est de confronter le patient au vide de manière très graduelle. Aiko va réaliser une ascension étage par étage d'une tour de 100 mètres de haut. Il se tient exactement ici, au pied de la tour. Et on demande quelle peur ça déclenche chez lui avant de monter et avant d'être en hauteur. Quel vertige avez-vous sur une échelle de 0 à 100 ? 20. Le protocole est standardisé et les questions sont automatiques pour mesurer et comparer l'évolution du niveau de sa peur à chaque fois qu'il gravit un nouvel étage. Maintenant, sur une échelle de la peur de 0 à 100, il est arrivé à 50, ce qui est relativement élevé. Nous voulons analyser à quel moment il ne peut plus monter, à quel moment la peur l'arrête, pour pouvoir comparer ensuite, lors d'une autre session, s'il a pu dépasser ce niveau et aller encore plus haut sans avoir peur. Pouvez-vous estimer à quelle hauteur vous vous trouvez en regardant du haut de cette tour ? Je dirais 100 mètres. Le but de la réalité virtuelle, c'est de désapprendre la peur. En sortant du caisson, la démonstration semble avoir été concluante. Marche après marche, le virtuel est devenu bien réel pour Aiko. Et l'expérience est impressionnante. C'était très réaliste, surtout quand on regarde à travers les grilles. On regarde en bas et on pense « Wow !»
Quand on est dans cette boîte, on se fond peu à peu dans l'environnement et on a l'impression d'être en haut d'une vraie tour. L'origine de la peur est multiple, mais on sait aujourd'hui que dans notre cerveau instinctif, c'est l'amygdale qui s'active. Elle joue un rôle primordial dans le décodage des émotions et principalement dans le mécanisme de la peur. En répétant des exercices, on entraîne cette partie du cerveau. Nous savons que dans la peur pathologique, cette amygdale réagit de manière dysfonctionnelle et qu'elle est activée par des stimuli dans certaines situations qui, objectivement, ne sont pas dangereuses. Et le but de la thérapie, c'est d'entraîner l'amygdale de manière à ce que le stimuli de la peur n'active plus automatiquement ce centre et que la peur soit réduite. Une étude du professeur Paoli montre que dans une dizaine de cas, en répétant 4 fois ces sessions, la peur baisse de manière significative. La thérapie de la réalité virtuelle a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'on peut reproduire beaucoup de situations. Le deuxième, nous n'avons pas besoin de sortir du bureau. On peut le faire en consultation avec un médecin ou un thérapeute. Et le troisième point est très important, c'est que c'est plus facile pour les patients. Le pas est plus facile à franchir pour surmonter sa peur. Il y a des statistiques qui montrent que lorsqu'on demande aux patients « qu'est-ce que tu préfères ?», 90% répondent « je préfère le faire dans la réalité virtuelle ». D'autres applications sont déjà envisagées. Par exemple, pour soigner les stress post-traumatiques des soldats de retour de guerre ou pour traiter le déficit de l'attention. Dans ces cas, la réalité virtuelle sert à leurrer le cerveau pour soulager des douleurs psychiques. Dans d'autres situations, on utilise la réalité augmentée, c'est-à-dire que l'on superpose une image virtuelle à la réalité, comme par exemple pour soulager les douleurs fantômes. On ajoute un bras virtuel à un patient amputé pour tromper le cerveau et traiter cette fois ses douleurs physiques. Göteborg, en Suède. Tore Johnson, ce retraité de 73 ans, a perdu son avant-bras dans un accident de voiture il y a plusieurs années. Le début d'un long calvaire pour lui. C'était il y a 48 ans. Je suis sorti de la route et j'ai été éjecté de la voiture et mon bras a été coupé en deux. J'ai eu des douleurs du membre fantôme très fortes après ça. Picotements, crampes, Tore ressent des douleurs à son avant-bras qui pourtant n'existent plus. Il ne dessert plus son point fantôme. C'est cela qu'on appelle la douleur du membre fantôme. Dans notre cerveau, la zone de représentation de nos membres se trouve dans le cortex. Dans le cas d'un bras amputé, la zone correspondante à ce bras ne disparaît pas, même si le bras, lui, a disparu. C'est probablement l'origine des douleurs fantômes. La zone du cortex attend désespérément des messages qui ne viendront plus. Le membre absent ne peut plus envoyer de messages au cortex. Cette confusion provoquerait un signal de douleur. Il y a quelques mois, après avoir tout essayé, Tore a eu un nouvel espoir en participant à une expérience pilote menée par Max Ortiz-Catalan, ingénieur et chercheur à l'université Calmers. L'idée, soulager la douleur du membre fantôme en trompant le cerveau avec la réalité augmentée. À l'aide d'électrodes installées sur son moignon, il enregistre et identifie d'abord les signaux nerveux de chaque muscle initialement relié à l'avant-bras. Maintenant que nous avons placé les électrodes, ce que nous avons besoin de faire, c'est vérifier que nous avons un signal électrique des muscles. Et si on fait « ouvrez la main » et « relaxez », une fois qu'on a identifié le signal, on peut en faire des algorithmes pour traduire les intentions de ces mouvements. Initialisé, l'ordinateur reconstitue les mouvements de l'avant-bras avec ce bras virtuel. Open. Relax. Puis on place un bras virtuel sur l'image filmée du patient. Le programme sait où il doit placer le bras, parce que nous avons ce marqueur. On parle alors de réalité augmentée. Yes, it's good. Yes. It works fine, yeah. Au début, c'était très difficile de trouver les muscles pour moi parce que je ne les avais pas utilisés depuis très longtemps.
Maintenant, je peux même bouger un simple doigt. Et c'est très très drôle. Ce retour visuel stimule l'action du patient en voyant qu'il bouge son bras virtuel. Touré exerce concrètement ses muscles. Il peut donc commencer un véritable entraînement sportif grâce à ce jeu. Plutôt que de se servir du clavier pour commander le jeu, on utilise maintenant les mouvements de son bras fantôme. Pour conduire cette voiture, ce qu'il essaye de faire, c'est bouger son poignet. Et donc la voiture va à gauche ou à droite, et pour accélérer la voiture, il fléchit le coude. Pendant tout ce temps, il utilise ces mouvements fantômes, et le cerveau active les zones qui n'étaient plus utilisées auparavant. Oh, that's new. That was nice. Il y a deux idées principales avec ce traitement. L'une, c'est de donner au cerveau l'illusion que le corps est à nouveau entier, avec un nouveau bras. C'est le retour visuel que nous apportons au cerveau. Ça, c'est une partie. La seconde partie, et sans doute la plus importante, c'est l'exécution du mouvement qui fait refonctionner la zone du cerveau qui n'était plus utilisée. Là, on la réactive de nouveau par l'exécution de différents mouvements. Donc on fait refonctionner le poignet, bouger de nouveau la main, les doigts. On essaye de faire refonctionner cette partie du cerveau d'une manière engageante et ludique. To be used again in an engaging and entertaining way. Parfois, je n'ai plus mal du tout, et c'est fantastique. Après toutes ces années de souffrance, c'est très très bien pour moi, et j'espère aussi pour les autres. En s'exerçant au quotidien, la douleur de Touré a presque disparu. Cette étude pilote n'a été testée pour l'instant que sur lui. Mais pour en vérifier l'efficacité à plus grande échelle, un test clinique va débuter dans 3 hôpitaux suédois, puis dans d'autres cliniques en Europe. Les traitements par la réalité virtuelle et augmentée semblent très concluants. Et ils pourraient déboucher sur un grand nombre d'applications futures. David Naum, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes le directeur de ce laboratoire d'immersion virtuelle. Absolument. Alors qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? Alors là, on prépare une intervention chirurgicale en virtuel. D'accord. Alors regardez les lunettes, vous allez voir. Ces lunettes, elles ont quelque chose de très particulier. C'est que quand on est dans l'intérieur de cet espace-là, le live chez nous, les images bougent. C'est-à-dire que l'orientation des lunettes vont définir ce qui est affiché sur les murs. Exactement. Et en fait, on recrée l'effet de parallaxe qu'on a dans la vraie vie. Quand on se déplace comme ça, on voit quelque chose de différent. Et ben, on le recrée en virtuel, c'est tout synchronisé, et c'est en 3D en plus, c'est en relief. Voilà. Ah oui, c'est en 3D, ouais. Exactement. Et concrètement, ça peut servir à quoi? Alors là, par exemple, on peut incarner le rôle d'un chirurgien pour affiner potentiellement la préparation de l'intervention. D'accord. Et l'idée, c'est d'arriver à quoi? À repérer les organes de façon très précise, le cadre général nécessaire à l'opération? Voilà, par exemple. Donc ici, ce sont les mêmes outils qu'on utiliserait dans l'industrie pour préparer sur une chaîne de montage, un assemblage. Sauf que maintenant, on applique tout ça à une salle d'opération, par exemple. Alors, on a vu dans le petit reportage avant qu'on pouvait utiliser la réalité virtuelle pour guérir des gens des phobies. Aussi bien faite soit-elle, cette réalité virtuelle, on sait bien que c'est pas le réel. Alors comment se fait-il que le cerveau se laisse berner? Eh bien, en fait, elle fait réel. C'est ça la grande magie de la réalité virtuelle, c'est que, vu du cerveau, on a complètement le ressenti d'être en train de vivre une émotion, et en particulier une phobie très forte, exactement comme si on était dans la réalité. Mais moi, quand je suis ici, je découvre un univers, mais je garde en tête que je suis dans quelque chose de factice. Eh ben non, pas vraiment. En fait, notre cerveau, la communauté scientifique utilise cette métaphore depuis longtemps, en fait, d'un cerveau plutôt interne et d'un cerveau externe, voire du cheval et du cavalier. On pourrait dire que notre cerveau émotionnel, c'est le cheval. La partie animale. Une partie animale, une partie instinctive, spontanée, etc. Et le cavalier, c'est le contrôle, c'est la maîtrise, c'est la conscience d'une certaine manière. C'est donc 2 parties de notre cerveau qui sont complémentaires. Donc la réalité virtuelle ne trompe pas le cavalier, mais en revanche trompe le cerveau primitif, le cheval. Voilà. Alors, ça marche pour traiter les phobies. Est-ce que c'est le même principe qui est recruté pour les douleurs fantômes, par exemple? On va aller faire croire au cerveau qu'il y a cette présence virtuelle. Et donc, pareil, à un niveau sous-cortical, à un niveau suffisamment bas. Et donc, on recrée cette boucle, c'est important, la boucle
action-perception. Et donc on va pouvoir débrancher le bras virtuel progressivement et l'éteindre non pas violemment comme pendant l'accident. Ouais. Voilà, on va l'éteindre doucement, ce qui fait qu'il n'y aura pas cette activité qui reste en écho et qui fait douleur. Donc la réalité virtuelle, c'est vraiment, on trompe le cerveau. Est-ce qu'il existe d'autres applications d'ordre médical à cette technique? Alors, une application qui a été réalisée avec nos technologies de Dassault Systèmes, c'est l'usage pour des grands brûlés, en fait, et des enfants en particulier, qui ont des soins à faire quotidiens, par exemple retirer les pansements, etc. Ce qui est douloureux, évidemment. Ce qui est très douloureux. Et on ne va pas tous les jours leur administrer des antalgiques parce que ça a beaucoup d'effets secondaires. Et donc, on va travailler sur leur attention. Donc, on va leur faire voir un monde, entre autres là, dans cette application-là, c'est un monde de neige, de banquise avec des pingouins, et c'est un jeu. Donc, en attirant l'attention vers un monde qui, lui, n'est pas chaud et qui est autre, et en coupant de la réalité douloureuse le patient. On atténue la perception de la douleur. Et jusqu'au point où on peut lui faire ses traitements quotidiens sans aucun antalgique et l'enfant ne montre pas de signes de douleur. Alors il existe d'autres applications médicales encore, dont une que nous avons trouvée sur Internet. Il s'agit d'un cyberpsychologue, c'est assez surprenant et c'est notre bref du web. Une équipe de chercheurs américains vient de mettre au point un psychologue virtuel. Associé à un algorithme informatique, le logiciel analyse les expressions faciales, la posture et l'intonation de la voix du patient, comme on peut le voir à gauche de l'écran. À droite de l'écran, l'avatar du psychologue, créé par l'application SimSensei, réagit et pose des questions en temps réel. Le logiciel est ensuite capable de détecter les signes d'angoisse ou de dépression potentiels. Selon les porteurs du projet, le programme pourrait détecter les symptômes de la dépression avec 90% de précision. Mais un logiciel est vraiment capable de poser un diagnostic? C'est quelque chose d'assez dérangeant, voire d'effrayant. Alors, c'est pas que le logiciel, hein, il y a des thérapeutes derrière. C'est très important de ne pas se dire qu'on est en train de complètement remplacer le thérapeute par une machine. Ça n'arrivera pas. Et en termes de psychologie, il y a d'autres utilisations de la virtualité? Alors oui, nous on a travaillé d'ailleurs sur un projet qui s'appelle Agathe et qui permet de traiter des patients qui ont eu des lésions cérébrales, soit des accidents vasculaires, soit des traumatismes crâniens. Et l'idée c'est de permettre avec du virtuel de faire repousser des connexions là où le cerveau a perdu ses capacités. Et on va aller demander au cerveau de recoloniser les fonctions, de les remettre en marche avec des cellules voisines ou avec d'autres cellules à côté, quand il y en a suffisamment. Oui, c'est plus simple de créer cette situation virtuellement que d'aller emmener les gens dans des situations réelles. David Naon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir accueillis dans votre laboratoire. Je vous souhaite une bonne continuation dans cet univers virtuel. Et vous pourrez retrouver évidemment l'intégralité de cette interview sur arte.tv/futurmag.